Bonsoir Monsieur Boucheron. Bonsoir. Ce soir, vous êtes venu participer à une conférence. En gros, le thème, c'était fin d'un monde, fin du monde, Oui. avec comme prisme l'Amazonie et un peu une métaphore avec la fin du monde global. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, revenir dessus? Oui, j'ai dialogué avec Eduardo Viveros de Castro. Pour moi, c'était une première. J'étais très heureux parce que voilà, c'est un grand anthropologue de l'Amazonie, mais pas seulement. Et depuis l'Amazonie, qui réfléchit effectivement à notre condition d'humain. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, évidemment, l'anthropologie, c'est très important. Je suis historien de métier, mais l'anthropologie fait penser toute la pensée. Et il y a une anthropologie historique, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il y a une anthropologie historique, mais même au-delà de ce qu'on appelle spécifiquement l'anthropologie historique, l'anthropologie structurale, là, on était effectivement dans une anthropologie qui était très inspirée par Claude Lévi-Strauss. Eh bien, elle pose des questions essentielles à notre temps. Et ce qui était en jeu depuis l'Amazonie, c'est la question de savoir, au fond, si nous ne sommes pas déjà les survivants d'un monde qui a été détruit. Alors c'était le cas des Indiens, évidemment, et ce que décrit Eduardo Viveros de Castro, c'est au fond l'extraordinaire puissance d'agir des mondes amérindiens et la manière, au fond, dont on peut, sinon s'inspirer, du moins comprendre leur savoir, leur vision du monde, etc., ce qu'il appelle le perspectivisme. Et moi, ça m'intéresse en tant qu'historien, parce que, évidemment, je pense que la question, au fond, de l'extinction de l'espèce, la question du catastrophisme, la question de le temps qui reste, ça c'est le titre d'un livre que j'ai fait il y a 2 ans, eh bien elle doit nous amener non pas à paralyser l'action, mais au contraire à la susciter, à la stimuler. Et au fond, la question de notre conversation, elle tournait autour d'une sorte d'optimisme de méthode. C'est-à-dire comment justement construire, réorganiser notre pessimisme pour agir malgré tout. Et d'une certaine manière, effectivement, les histoires amérindiennes que raconte Eduardo Viveros de Castro, eh bien, nous permettent au fond d'abord de compléter la vision du monde. Il a dit quelque chose de très fort. Il a dit, au fond, l'Occident n'a pas tout pensé. Il n'a pas tout pensé de l'humain. Et moi, évidemment, ça me touche parce que je travaille sur des périodes anciennes, je travaille sur le Moyen-Âge, et au fond, pareillement, la question de l'étrangeté de ces sociétés, elle nous interpelle si on veut penser depuis le Moyen-Âge. Voilà. Moi, je travaille en historien depuis le Moyen-Âge, mais depuis le Moyen-Âge, c'est l'ensemble de la société que je tente de comprendre, et l'anthropologie, depuis l'Amazonie, nous donne également des leçons d'attention. Voilà. Et il a expliqué qu'il ne s'agissait pas de vivre comme des Indiens, mais de comprendre que les Indiens vivaient d'une certaine manière qui peut, au fond, nous élargir notre perception du monde. Vous avez comparé les Indiens qui ont vécu une fin du monde au XVIe siècle à un peu, en fait, les chrétiens après le déluge. Oui, et puis aussi, alors je sais que Julie Clarini, qui modérait la rencontre, voulait me poser une question sur mon travail spécifique aujourd'hui sur la peste noire. Et puis elle ne l'a pas fait, mais justement ça me permet d'y répondre devant vous. Moi je travaille sur la peste noire. Comme Georges Duby l'avait fait, oui. Oui, bien sûr. Et donc la peste noire, dans son moment paroxystique, entre 1347 et 1352, eh bien, elle détruit la moitié, davantage encore que la moitié, peut-être 60% de la population européenne. Et la question, c'est de savoir comment une société repart après une catastrophe démographique comme ça, comment d'une certaine manière elle se ressaisit, et comment, au fond, paradoxalement, les grandes causes ne produisent pas nécessairement des grandes conséquences. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi à penser, je dirais, en comparaison. Et en comparaison avec le Covid, par exemple ? Par exemple, évidemment, parce que moi j'avais travaillé sur ces questions avant le Covid, et on a pu croire pendant le Covid que, comme c'était un événement majeur, monstre, global, eh bien il y aurait un monde d'avant et un monde d'après. Et on comprend bien
au fond, que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les événements ne cisaillent pas le temps avant, après. Il n'y a pas un grand reset. Non. Bah non, il ne s'est rien passé de la sorte, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Et donc, comprendre, au fond, ce que c'est qu'un événement, c'est finalement saisir la façon dont, parfois, un événement organise la confusion des temps. Et si vous pensez au Covid, je suis sûr que, au fond, comme nous toutes et tous, c'est un événement qui a un peu froissé le temps en son milieu, c'est-à-dire qu'on confond un peu 2020, 2021, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est le contraire de la césure nette entre un avant et un après. Et au fond, je crois que travailler sur la confusion des temps, comme historien, ou travailler sur la confusion des espaces comme anthropologue, produit en miroir des savoirs qui sont des savoirs complémentaires. Est-ce qu'il n'y a pas du Gramsci dans cette époque, ou une apocalypse au sens chrétien, révélation, comme vous en avez parlé aussi tout à l'heure, qui serait plus justement l'avènement d'un nouveau monde, plus qu'une fin en soi ? Bien sûr, et c'est pour cela effectivement qu'aujourd'hui on doit nous alerter de toutes les manières sur, au fond, notre capacité à voir venir le temps. C'était ça chez Gramsci, c'est-à-dire effectivement le fait que des mouvements puissants et brutaux de la société faisaient advenir un monde, mais un monde qui, d'une certaine manière, n'accouchait pas tout de suite. Et donc aujourd'hui, ce qu'on appelle la confusion des temps, c'est bien ça. Ce soir, vous avez parlé d'optimisme et de pessimisme. Il y avait pas mal de pessimisme quand même. Je parle là aux spécialistes de Machiavel qui disaient que quand on possède, en fait, quand on contrôle la peur des gens, on contrôle leur âme. Oui. Vous avez parlé aussi de l'oligarchie mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de ce côté-là ? Oui, bien sûr, évidemment. C'est pour ça que moi, je pense que Machiavel, c'est un compagnon d'armes pour moi. C'est pas seulement quelqu'un sur qui j'ai travaillé, mais c'est quelqu'un avec qui je travaille. Et d'une certaine manière, dès lors qu'on se met à reparler de Machiavel, c'est que quelque chose ne va pas dans le monde. C'est vraiment un auteur pour gros temps. Un auteur pour avis de tempête. Et là, il y a avis de tempête sur le monde, et c'est pour ça que, effectivement, les temps redeviennent malheureusement machiavéliens. Un peu comme Jacques Le Goff dans Le Nom de la Rose, vous avez été conseiller historique, je crois, des Jeux Olympiques de Paris, de la cérémonie d'ouverture ? Un peu plus, c'était auteur. Auteur parce que, au fond, pour moi, l'histoire, c'est pas simplement la discipline qui vérifie, qui conseille, c'est une discipline qui donne à imaginer, qui donne qui construit des récits. Et donc, évidemment, quand Thomas Joly m'a demandé de participer à un collectif d'auteurs avec Leila Slimani, Fanny Herrero et Damien Gabriac, j'ai accepté. Et non seulement j'ai accepté, mais j'ai pensé que ça ne me divertissait pas totalement de mon travail d'historien, parce que moi, je suis un historien de la ville, je suis un historien de l'image, et il s'agissait de faire image d'une ville, Paris, à un moment donné, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc oui, pour moi, ça a été une expérience très forte. Et alors, ce cavalier, c'est un cavalier de l'Apocalypse ou pas ? C'est tout ça. C'est effectivement aussi un cavalier de l'Apocalypse, mais c'était la déesse, c'est de la Seine, c'est Quana, c'était plein de choses. C'était tout ce qu'on pouvait y voir, et même pourquoi pas Jeanne d'Arc. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une sorte de disponibilité des images. On n'a pas cherché à faire image pour tout le monde, on a cherché à produire des images qui allaient se frayer un chemin dans les imaginaires de chacun, sachant qu'effectivement, on voulait faire au fond le contraire d'un grand spectacle mondialisé global. On voulait que par des images elles-mêmes ambivalentes, ouvrir l'interprétation. Et sur la polémique de la Seine, du coup, vous comprenez la polémique que ça a suscité ? Ça n'a pas été une polémique en vérité, ça a été une campagne. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu très vite la volonté par un certain nombre de gens qu'on peut identifier de détourner une image de son sens premier. Voilà, on l'a dit sur tous les tons. Il n'y avait
aucune référence religieuse dans cette cérémonie, pour une raison simple, c'est que c'est une cérémonie qui était organisée par le CIO et que le CIO est très scrupuleux là-dessus, a fait la chasse de toute connotation religieuse, positive ou négative. Quand il y a Notre-Dame, on ne va pas l'effacer, mais ce qu'on raconte autour de Notre-Dame, c'est une histoire de travail, une histoire de rythme urbain, etc. C'est pas une histoire religieuse. Et là, effectivement, c'est ce qu'on appelle une image détournée. Et la référence, alors, c'était pas la scène, c'était Bacchus, c'était quoi? Oui, bien sûr, on l'a dit sur tous les tons, oui, bien sûr. C'était le banquet des dieux. Qui lui-même est une parodie de la scène, non? Ah non, c'est très antérieur. Très antérieur. C'est après, mais il y a une référence dessus. Ah, c'est d'accord. Un tableau sur la mythologie gréco-romaine et qui était d'ailleurs lié à Sequana, puisque effectivement dans une des versions de la mythologie de Sequana, la déesse de la Seine, c'est la fille de Dionysos. Merci. Merci beaucoup.